Holy Beretio Veio Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes conçu et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Serge Brodovitch, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, après le père, le fils, la dernière fois nous avons évoqué la vie de Rabbi Levi Yitzhak, le père de l'actuel Rabbi de Lubavitch. Aujourd'hui nous allons enfin parler de la naissance et de la vie donc de l'actuel Rabbi jusqu'en 1941. C'est cela. Alors effectivement, on entre maintenant peut-être dans un chapitre peut-être le plus épineux parce que le Rabbi de Lubavitch, c'est l'actuel Rabbi, c'est la personne qui actuellement préside après Dieu aux destinées du mouvement Lubavitch, évidemment. C'est probablement celui qui a atteint parmi les Rabbis de Lubavitch la plus grande célébrité, évidemment. Qui dit célébrité dit controverse. Est-ce que c'est fatal? Je ne sais pas. Mais il est nécessaire de rappeler certaines données du personnage pour essayer peut-être de mieux le comprendre et de mieux analyser certains événements auxquels on a assisté. Tout d'abord, pour caractériser généralement le personnage, je voudrais juste citer une petite anecdote qui a été un mot qui avait été dit il y a de nombreuses années par un autre leader du judaïsme orthodoxe racidique. Il avait dit la chose suivante, il a dit le Rav Schneerson et moi, nous sommes parvenus à duper le monde entier. Et alors il s'est expliqué sur cette phrase énigmatique, il a dit oui, en vérité, moi avec mon grand chapeau de fourrure et mon long cafetan noir, on croit que je suis une vraie sommité, et le Rav Schneerson avec son chapeau américain et sa cravate, on croit que c'est un homme tout à fait banal. Et il a dit la réalité n'est pas vraiment celle-là. Et ce qui ressort de cette anecdote, et ça permet de comprendre un peu le personnage, c'est que le Rabbi essentiellement est un personnage inattendu, et on le verra. C'est pas un personnage extravagant ni extraordinaire, mais c'est un personnage tout à fait inattendu. Et c'est, je pense, le fil de pensée qui doit conduire les éléments de réflexion à ce personnage. Il y a une raison particulière pour laquelle le Rabbi n'a pas la tête couverte d'un Streimel, le Shabbat? D'abord parce que la coutume a été abandonnée de longue date chez Lubavitch. Je pense que ça fait déjà un siècle et demi déjà qu'on porte plus le Streimel. Aussi parce qu'il y a, en dehors du reste des chassidim de Yerushalayim, qui eux ont cette coutume, il y a aussi le fait, et on en reparlera probablement, que chez Chabad, la tenue vestimentaire doit caractériser le judaïsme, mais jusqu'à un certain degré. Chez Chabad, on a horreur de faire de la mise en scène, et on s'est aperçu ces dernières années que tous ces habits ont donné lieu chez des gens mal intentionnés à une interprétation folklorique, et chez Chabad on n'en veut pas. Alors on a déjà dit quelques mots sur l'éducation, sur l'enfance du Rabbi actuel de Lubavitch la fois dernière. Oui. On va peut-être revenir sur ce sujet. On va peut-être faire un rappel. Rabbi Menachem Schneerson est né le 18 avril 1902, chez les Chassidim c'est le 11 Nissan, parce qu'ils y voient un cortège de symboles. Il a deux frères, Israël Ariel et puis Dovber, qui sera assassiné par les Allemands en 1941 pendant l'offensive allemande. Et toute sa jeunesse, on l'a vu, s'est passée dans l'ombre parce qu'il n'a pas suivi le cursus traditionnel du chassidisme, à savoir l'évolution dans les yeshivot. Il a eu deux maîtres, celui qui lui a appris les premiers rudiments au Cheder, et puis il y a eu après son père. Alors, c'est assez paradoxal parce que un leader chassidique dans la tradition chassidique pure, et pas seulement Lubavitch, se forme au contact de ce que vous aimez appeler la cour, des chassidim de son prédécesseur. C'est là qu'on le voit, c'est là qu'on le met à l'épreuve, et c'est là que finalement il fait en quelque sorte ses humanités. Il n'y a rien de tel chez le Rabbi de Lubavitch actuel qui fera connaissance véritablement de la communauté proprement dite, celle qui est rassemblée autour du Rabbi précédent, qu'à l'âge de 21 ans, en 1923 à Rostov. Est-ce que ça veut dire qu'étant jeune, le Rabbi de Lubavitch était un être solitaire? Il n'est pas solitaire, il est discret. On verra par la suite que c'est un homme qui a horreur de montrer ce qu'il est, et on verra même que jusque très tard, jusque quasiment son accession à la présidence, le cercle de ceux qui sauront véritablement la teneur du personnage, qui seront dans sa véritable intimité, sera très 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 restreint. Alors donc l'éducation, l'enfance en Russie. Oui, alors l'enfance en Russie, c'est donc son éducation auprès de son père. Son père, comme on l'a dit, est un kabbaliste déjà d'un certain niveau, et il n'étudiera qu'avec lui, et puis par la suite il sera tout à fait autonome. Ce sera
personne qui, on le verra dans de nombreuses bibliothèques, il s'inscrit en candidat libre dans des collèges et il réussit certains examens. Il a une grande passion pour tout ce qui est... on verra par la suite que sa profession de foi et que le monde est quelque chose d'unique et qu'il faut le voir à travers la perception de la Torah, et pour ça il y a une nécessité peut-être de le connaître plus avant. Alors on peut rappeler que son père va donc disparaître, son père va dans disparaître des circonstances en 1944, tragiquement, puisqu'il mourra dans la déchéance à Alma-Ata, au Kazakhstan. Mais avant cette disparition, eh bien, l'actuel rabbi, le rabbi Schneerson de Lubavitch, avait déjà quitté la Russie. Avait déjà quitté la Russie. Il a quitté la Russie en 1927 lorsque le pouvoir bolchevique expulse en quelque sorte ou pousse Rabbi Yosef Yitzhak, le prédécesseur, et son beau-père vers la porte de sortie. Et Rabbi Yosef Yitzhak quitte avec une poignée de fidèles et ses gendres, enfin son futur gendre, parce qu'il n'est pas encore son gendre. Et alors, donc il se retrouve à Riga. Il se retrouve à Riga, qui va devenir pendant plusieurs années une espèce de bastion du chassidisme. C'est plus vraiment Lubavitch, parce que la communauté est très restreinte. Nombre de chassidim n'ont pas eu les possibilités de quitter la Russie. C'est évidemment déjà quasiment le rideau de fer. Et c'est de là-bas que le rabbi précédent va diffuser son enseignement. Et donc, c'est donc à Riga que le rabbi va véritablement faire connaissance de cette communauté chassidique qui, encore une fois, ne sait rien de lui. On sait que c'est un Schneerson, que par conséquent il y a une certaine parenté dans la famille. On sait également que le rabbi précédent clame que c'est un homme que son futur gendre est un homme qui connaît les deux Talmuds sur le bout des doigts mot à mot, ce sont les mots du rabbi précédent. Mais il n'est pas encore intronisé successeur du rabbi non, loin de là, et ça se fera vraiment tardivement, c'est loin de là, jusqu'à la dernière minute on ne saura pas, de toute façon ça mettra encore des décennies. On ne sait rien, on sait simplement que le rabbi précédent l'a choisi comme futur gendre. Il sera futur gendre durant plusieurs années, puisque le mariage se fera tardivement. Alors on sait bien que le rabbi précédent a la dent dure, qu'il n'est pas le genre à choisir un gendre en mettant un doigt mouillé vers le vent, certainement, mais on ne connaît pas Rabbi Menachem Schneerson, et on verra qu'il est connu à l'époque sous les initiales de Ramash, Rabbi Menachem Schneerson. Alors Riga et puis Berlin. Berlin. Alors d'abord, c'est pas tout à fait Berlin, c'est d'abord son mariage à Varsovie, à la fin de l'année 1928. Varsovie est devenue le véritable centre culturel Lubavitch à cette époque. La yeshiva que les bolcheviks ont détruite à Lubavitch s'est en quelque sorte réimplantée. Il y a eu un immense travail de diffusion du chassidisme Lubavitch qui s'est fait à Varsovie, non sans heurts, parce que c'était quand même le bastion d'autres communautés chassidiques, et qui a eu quelques frottements, évidemment, gentils, mais quelques frottements. Et toute la yeshiva est installée là-bas, et c'est là-bas que le rabbi précédent choisit, c'est Varsovie qu'il choisit pour faire le mariage de son gendre. C'était aussi le bastion d'un certain nombre de mouvements politiques juifs qui étaient très éloignés de la religion. C'est vrai également, c'est vrai. Il se trouve qu'ils ont malheureusement eu tous le même sort, religieux ou pas, puisque la yeshiva a été écrasée sous les bombes pendant le bombardement du ghetto de Varsovie, et que peu des élèves ont été rescapés. Alors le mariage s'est déroulé le 27 novembre 1928. C'est un moment qui a quand même marqué la vie de Varsovie, puisque même la police a dû installer un service d'ordre, vu le nombre d'invités qui affluaient de toutes parts. Il y avait évidemment toutes les grandes sommités du judaïsme polonais qui étaient là, et qui se demandaient même quelle était la nature de ce gendre dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis, peu à peu, il y a eu des discussions qui se sont faites entre le rabbi et certains grands de l'époque, et ils ont vu qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un d'un peu de simple, mais de quelqu'un d'extrêmement savant. Mais encore une fois, le rabbi met un point d'honneur comme une espèce de facétie à ne pas se révéler aux gens. Il parle peu, et puis surtout, il a une caractéristique qu'on trouvait peu à cette époque, c'est un homme extrêmement distingué, il est toujours très bien mis, il est toujours très élégant, et ça jure un peu avec l'image du chassidisme de l'époque. Dans quelles circonstances Serge Brodovitch le rabbi va-t-il partir à Berlin? Eh bien, tout de suite après son mariage, il quitte Paris pour aller à Berlin, et là aussi on peut se poser des questions, on peut se répandre en conjecture sur la raison pour laquelle un futur rabbi de Lubavitch peut séjourner à Berlin, surtout à cette époque. Bon, Berlin, chacun le sait, c'était quelle année? C'était 1929-33. Alors Berlin, on le sait, dans la littérature moderne, c'est quand même un lieu d'une certaine décadence morale. Il y a pire que ça, même à l'époque du Maguide de Mezrich, lorsque le Maguide a quitté ce monde et qu'il a envoyé ses émissaires un peu partout en Europe, il a refusé d'envoyer des gens en Allemagne, parce que l'Allemagne, pour le chassidisme, c'était une terre brûlée.
c'était une terre trempée de sang juif, et il y avait au sens kabbalistique du terme peu de choses à faire en Allemagne pour, en quelque sorte, diffuser quoi que ce soit de juif. En dépit de ça, le rabbi y va, il participe au cours de l'université, il lie contact avec beaucoup de monde du judaïsme orthodoxe, notamment on sait qu'il aura des contacts avec Einstein, on ne sait pas s'ils ont été véritablement personnels, mais il y a des témoignages qui disent qu'il a vu Albert Einstein. En tout cas, il ne s'enferme absolument pas dans un ghetto. Il ne s'enferme pas dans un ghetto, mais il est en contact avec la communauté, mais en fait, personne ne sait que c'est le Schneerson, l'héritier de la dynastie Schneerson. Mais alors, il prend donc des cours à l'université. Oui. C'est pas une tradition tellement chassidique, ça. C'est pas une tradition chassidique, effectivement, et le métier, si l'on peut dire, qu'il aura plus tard à jouer, le rôle qu'il aura à jouer comme interface auprès du monde laïque, est probablement pour quelque chose dans la raison pour laquelle il veut aborder l'ensemble Quel métier? Pas le métier, je voulais dire le rôle qu'il jouera actuellement comme interface religieuse auprès de nombre de cercles laïques explique un peu qu'il ait dû se familiariser avec le monde laïque, le monde profane. Et notamment, on sait qu'il a suivi les cours du physicien Schrödinger, qui a eu le prix Nobel pour les travaux en mécanique ondulatoire. Et donc, il a séjourné à Berlin, mais quand même dans un certain incognito. Alors, il va poursuivre également ses études à Paris. Et nous allons en parler, si vous voulez bien, Serge Brodovitch, après une pause musicale. Une pause musicale, oui. Alors ça fait encore partie du côté inattendu du rabbi. On va entendre le rabbi actuellement à New York lorsqu'il fait chanter ses chassidim. Et aux grandes dames des kabbalistes chez qui ça fait des gorges chaudes, on assiste souvent au fait que le rabbi fait siffler les chassidim pendant la réunion chassidique. Alors on écoute. Alors, Serge Brodovitch, le rabbi de Lubavitch, arrive donc à Paris en 1933. C'est vrai, et à nouveau, il va suivre les cours de l'université, et là, il faut peut-être un peu expliquer encore un peu plus avant ce concept d'un rabbi qui se rend à l'université. C'est vrai que ce n'est pas une tradition chassidique, c'est même pas une tradition orthodoxe, et il y a eu d'âpres discussions et d'âpres argumentations chez les décisionnaires juifs, quant à savoir si un juif qui se réclame authentiquement de la tradition juive orthodoxe, est vrai, peut se permettre de ne pas consacrer son temps à l'étude de la Torah et aller étudier les sciences profanes. Et ça fait partie en fait de certains faits qui ont... En fait, le fait a un précédent. On a vu dans le judaïsme des gens qui avaient de très grandes connaissances profanes. On a vu Nachmanide, on a vu Maïmonide, qui lui-même était un des grands médecins de son époque et un homme qui avait de nombreuses connaissances dans le domaine profane. L'explication, la vraie, c'est que les gens qui sont appelés à présider un peu au sort des communautés juives au sens large du terme ont besoin d'avoir les connaissances nécessaires à pouvoir répondre aux problèmes que les époques vont pouvoir leur poser, parce que chaque époque a ses impératifs, ses problèmes, ses questions, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la religion proprement dite, quant à savoir si tel aspect religieux est applicable à l'époque ou pas. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes halakhiques qui sont liés à notre époque, à la modernité. Et cela a été la raison pour laquelle de nombreux tzadikim, de nombreux maîtres du judaïsme se sont consacrés au côté profane. Est-ce que néanmoins on l'a critiqué pour avoir suivi ses cours à l'université dans son entourage, par exemple? Dans son entourage, disons qu'on a été assez surpris.
On a été assez surpris jusqu'au jour où il est apparu clairement que c'était son beau-père qui l'avait véritablement, qui avait vraiment insisté pour qu'il poursuive. Parce que lorsqu'il est arrivé à Paris, il a eu tendance à relâcher un peu ça pour se consacrer à l'étude de la Torah. Et son beau-père a dépêché quelqu'un pour lui demander de ne pas, de tenir véritablement le rythme de l'université. Alors en tout cas, il s'est inscrit à la Sorbonne. Et puis, alors qui fréquente-t-il à Paris? Alors, d'abord, son inscription à la Sorbonne n'a pas été sans mal, il faut le dire, parce que bon, il a quitté la Berlin qui commençait à être sous la botte nazie, en catastrophe, si on peut dire. Il n'a pas pu emmener tous ses papiers, notamment pas toute cette attestation universitaire quant à ses diplômes. Par conséquent, il aura le plus grand mal à rentrer à la Sorbonne, parce qu'on ne rentre évidemment pas à la Sorbonne comme ça. Il faudra qu'il intrigue un peu, que par des relations et par un examen d'un comité extraordinaire de la Sorbonne, on le prenne à l'essai, parce qu'à l'époque, il ne possédait pas du tout la langue française, ou très peu. Et alors, à ce moment-là, donc, il va commencer ses études. On sait qu'il a étudié la physique et l'électronique, il a étudié encore d'autres choses, mais je ne pourrais pas les lire avec précision. Alors, il va donc habiter la France. Il y a quelques... Où habite-t-il? Alors, on ne sait pas précisément. Je me suis laissé dire qu'il habitait rue Soufflot. Il habitait une petite pièce de ce que les invités appelaient, une petite maison, de ce que les invités appelaient 2 pièces et demie, c'est-à-dire qu'il y avait une petite entrée et 2 petites pièces. Les gens qui le connaissaient disaient que la lumière ne s'éteint jamais là-bas, que le rabbi étudie tout le temps, que ce soit les sciences profanes ou essentiellement la Torah. Et aussi, il faut dire aussi que ce Paris, ville des Lumières, est à l'époque la ville où affluent tous les réfugiés d'Europe centrale. C'est d'ailleurs là que les nazis les cueilleront tous, enfin tous ceux qui ont pu échapper à ce qui s'est passé en Europe centrale. Et le rabbi va agir essentiellement en soutien moral de toutes ces personnes. Le rabbi, on le situe à Paris, il est dit domicile, donc probablement quelque part dans le quartier latin, encore que ce ne soit pas sûr, et puis il prie régulièrement dans 2 oratoires, qui sont le 17 et le 25 rue des Rosiers, qui existent toujours. Alors tous les jours là-bas, il donne un cours, et en fait, on commence à apprécier son côté savant, mais en fait, il ne révèle encore rien de ce qu'il sera plus tard. Il prend encore un malin plaisir à se dissimuler, et on sait simplement qu'il ne mange rien de ce qui ne vient pas de chez lui. On sait que les premiers temps, il recevait du pain de Pologne. On peut imaginer dans quel état arrive du pain quand il est envoyé de Pologne à cette époque. Il ne mangera rien d'autre que ce que son épouse cuisinera chez lui. Il n'accepte rien à manger chez les gens qui l'invitent, en dehors de bananes, précisent les gens. Et c'est un homme tout à fait discret. Mais il ne travaille pas. Il se consacre essentiellement à l'étude. Et sa femme? Alors sa femme l'aide, sa femme est son ombre, on en parlera un peu plus tard, elle est son ombre. Et puis plus tard, effectivement, lorsque ça sentira, comme on dit, un peu le roussi, il devra quitter Paris. En 1940, il quittera Paris. Alors on imagine qu'il fait en tout cas avant 40 un certain nombre d'adeptes, de nouveaux adeptes. Il ne fait pas véritablement d'adeptes, il diffuse les enseignements du chassidisme, il diffuse essentiellement le judaïsme, et là apparaît déjà sa profession de foi de diffuser le judaïsme partout où il ne s'est pas diffusé, ou partout où il n'a pas été diffusé jusqu'à présent, et le nombre de gens qui le connaîtront est infime. Il connaîtra notamment le fameux Rav Rubinstein, qui était le grand Rav de la rue Pavée. Alors nous reviendrons sur cet aspect de la doctrine Lubavitch, cette diffusion très large du judaïsme au sein du peuple juif. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire quelques mots et finalement expliquer quelle est l'origine de cette doctrine? De cette doctrine, son origine est proprement kabbalistique. Elle est tout à fait ancrée, en dépit de ce qu'on pourrait penser, dans la Kabbale lourianienne qui a pour... Non, mais on peut dire qu'elle est véritablement née, elle s'est vraiment développée avec le rabbi actuel. Elle s'est développée, le rabbi lui a donné une assise humaine, en quelque sorte. Jusqu'à avant lui, on diffusait le judaïsme au niveau des esprits, au niveau des cercles d'études, au niveau des communautés chassidiques. Le rabbi, de par sa portée internationale, a donné une dimension humaine à cette diffusion de la Torah. Il ne veut pas seulement que l'enseignement soit donné dans des cercles d'études, il veut véritablement que ces chassidim aillent au-devant des autres. C'est souvent leur reproche, les gens les considèrent comme des missionnaires, enfin bon, on peut argumenter là-dessus. Mais en fait, ça dérive tout à fait d'une conception kabbalistique qui veut que Dieu, lorsqu'il a créé ce monde, il a ancré des parcelles de divinité qui ont été reléguées dans du profane. Est-ce qu'à cette époque, oui. Et il faut, le travail du juif consiste par
l'usage du monde à des fins de sanctification a retourné ce profane à la sainteté. Et le profane, c'est dans le domaine spirituel, mais c'est aussi dans le domaine humain. Il y a des juifs qui sont profanes, non pas au sens péjoratif du terme, à Dieu ne plaise, mais des gens qui n'ont pas reçu d'éducation juive, et il faut en quelque sorte ramener ces esprits à la tradition juive. Mais ça c'est la théorie, si on veut, c'est la doctrine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, est-ce qu'il s'est passé des choses dans la vie du rabbi actuel de Lubavitch qui l'ont amené à mettre en œuvre plus particulièrement cette doctrine? Le rabbi là, je ne veux pas rentrer dans le jargon apologétique, mais le rabbi a un profond amour de son prochain, et ça consiste non seulement à un amour matériel, tel qu'on le conçoit à notre époque, à savoir qu'il faut donner matériellement à quelqu'un, mais il faut aussi lui donner spirituellement. La profession de foi du rabbi, c'est de penser que s'il manque quelque chose à quelqu'un, qu'il s'agisse du domaine matériel ou du domaine spirituel, il faut faire son possible pour le lui communiquer. Est-ce que dès cette époque, il y avait des Lubavitch dans la rue des Rosiers par exemple, qui interpellaient les gens, qui mettent les fils? Pas encore. C'est vrai que cette grande campagne des mitzvot est apparue bien plus tard. En fait, elle est apparue dans toute son ampleur après la guerre des 6 jours. Alors, 1939-1940, c'est la guerre. C'est la guerre. Le rabbi est obligé de suivre l'Exode. Il s'en ira vers Vichy. Et il arrivera à Vichy la veille de Shavuot 1940. Il y restera quelques mois, et puis il ira à Nice. Il finira son dernier périple en France, en quelque sorte se terminera à Nice où il y a énormément de réfugiés aussi. Nice où l'air est un peu meilleur parce que ce sont les Italiens qui encore en zone libre font un peu la loi, encore que ça tournera vite au vinaigre. Et c'est à Nice, c'est Nice que le rabbi quittera pour un périple qui le mènera successivement de Marseille, Lisbonne, Barcelone et les États-Unis, où il arrivera le 23 juin 1941 à New York. Serge Brodovitch, je vous remercie. La prochaine fois, donc, après le rabbi en France, le rabbi aux États-Unis. C'était Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes, un feuilleton en 15 épisodes avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver.